Soyez les bienvenus, chers leaders, chers networkers, leaders, membres de différentes opportunités d'affaires, que sais-je, de compagnies de réseau marketing, de compagnies d'affiliation. Nous ne sommes pas là pour parler d'une entreprise quelconque, mais nous sommes là pour traiter d'un sujet très important. Ok, un sujet très important qui est le traitement des objections. Alors, pour ceux qui ont fait des écoles de commerce, on vous fera comprendre que lorsque des clients ou des prospects émettent des objections, ça ne devrait pas être vu de façon négative. Ça ne devrait pas être vu de façon négative. Vous-même qui êtes devant moi, quand on parle d'acheter une voiture, une télévision, vous avez une certaine peur de mettre votre argent dans quelque chose qui ne vaut pas la valeur de votre argent. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous avez peur de dépenser de l'argent dans un faux truc. Par conséquent, un prospect qui s'inquiète et pose des questions, c'est parce que justement, il veut acheter qu'il s'inquiète. Donc, si vous, en tant que networker, commerçant ou commercial, ou parrain ou sponsor, vous prenez ça en mal, vous avez raté 50% de votre approche commerciale. Cette formation, ce coaching, je dirais, est importante parce que dès lors que vous êtes dans des compagnies de réseau marketing qui ont des produits à commercialiser et que dans ces compagnies de réseau marketing ou d'affiliation, la compagnie vous considère comme son agent commercial et que c'est par votre efficacité que le chiffre d'affaires de la compagnie peut monter et que c'est par votre médiocrité que la compagnie peut plonger, dès lors que cela se présente ici, la connaissance, la maîtrise de ce sujet-là s'avère très important. Alors, sinon, on dira, ça s'avère très important la connaissance de ce sujet. Et donc, j'aimerais vous entretenir sur quelques points qui ressortent très souvent dans nos prospections en tant que networker ou en tant qu'affilié. Vous découvrez une bonne opportunité pour une entreprise ayant de très bons produits et de services, en tout cas une entreprise réelle de marketing de réseau ou de marketing d'affiliation doit absolument avoir des produits ou des services. Et vous, en tant qu'apporteur d'affaires, vous estimez que des gens ont des besoins et donc vous partez leur recommander ce business-là. Soit c'est un besoin de source de revenus, la personne a besoin de quelque chose pour créer une autre source de revenus, donc vous devrez aller vers la personne pour lui proposer ça. Ou bien la compagnie dans laquelle vous êtes a des produits ou des services que vous, votre business consiste à faire entrer des gens dans cette entreprise pour que dès lors que ces gens achètent, vous soyez rémunérés. Donc, même si vous n'êtes pas des commerciaux, ce qu'on appelle objection, ça va toujours vous suivre partout dans vos affaires. Pourquoi? Parce qu'il est toujours question d'être devant une personne, un être humain, qui, pour faire sortir son argent, va émettre les mêmes objections que les commerciaux rencontrent devant leurs prospects. Donc vous, même si vous n'êtes pas commercial, parce qu'un affilié ou un networker n'est pas forcément un commercial, parce que l'approche est différente. Les commerciaux ont une manière de travailler, ils n'ont pas besoin de travailler en équipe, mais en marketing de réseau, vous êtes obligé de travailler en équipe pour réussir, de créer une duplication, de
commercial peut être solitaire et réaliser des grands chiffres d'affaires. Alors que dans le marketing des réseaux, tu ne peux pas évoluer de façon solitaire. Ça, c'est une autre paire de manches. Un jour, nous parlerons en coaching du leadership. Parce que ça, c'est le leadership qui va nous aider à créer une équipe et à avancer. Mais ce soir, nous allons attaquer un sujet important qui est le traitement des objections. Donc, la question est la suivante. Comment traiter efficacement les objections en marketing d'affiliation ou en marketing de réseau? Nous rencontrons beaucoup d'objections. Si on vous demande tous les gars, dans la semaine ou dans le mois ou dans les 6 derniers mois, quelles sont les objections que vous avez rencontrées dans vos différents pays? Vous allez me bombarder de plusieurs types d'objections que les gens émettent. Donc, j'ai sélectionné quelques-unes de ces objections. Je vais citer et puis on va y répondre. Si à la fin de mon intervention, il y a quelques personnes qui souhaiteraient émettre, enfin, nous faire connaître une objection à laquelle elles n'ont jamais eu de réponse, des objections vraiment embarrassantes, alors on va aussi encore répondre à cela pour continuer à vous former sur ces sujets-là. Moi, j'ai ici recensé 8 objections et je vais les citer et je vais donner les réponses appropriées que vous devrez donner à ces personnes-là chaque fois que vous allez rencontrer ces genres d'objections. Excusez-moi. La première objection qui est vraiment générale partout, c'est que ces personnes vous demanderont, est-ce que ce n'est pas risqué? Est-ce que l'affaire là, ce n'est pas risqué? Voilà une objection. Alors, lui, il veut faire, mais il ne veut pas risquer son argent. Voilà. Est-ce que ce n'est pas risqué? Comment on peut répondre à ça? Je vais faire, mais moi, je ne veux pas faire les affaires qui sont des affaires risquées. Comment on répondait à ça? Comment on répondait à une telle objection? Je veux faire, mais c'est pas risqué. Vous voyez, non? Excusez-moi, j'ai mon éclairage qui déconne un peu, je ne sais pas pourquoi. Alors, comment on répondait à ça? Non. Est-ce que ce n'est pas risqué? Alors, l'erreur que vous allez commettre, c'est de dire que ce n'est pas risqué. Ça, c'est une erreur. Vous êtes en train de mentir. Et ça peut être aussi un piège. Non, la personne sait pertinemment que peut-être que la personne qu'il n'y a pas d'affaires non risquées. Mais elle veut tester votre honnêteté. Elle va vous demander, mais est-ce que c'est risqué? Et vous dites non, ce n'est pas risqué. Hein? Non, c'est trop sûr même. Là, tu es en train de lui prouver que tu es inexpérimenté, tu n'es pas expérimenté. Et si c'est quelqu'un qui sait qu'il n'existe pas d'affaires sans risque, parce que tu as menti déjà, la personne ne rentrera pas dans ton business. Parce que la personne se dira que toi, là, tu es en train de trop agrémenter. Tu es en train de mettre ton grain de sel sur l'affaire. Vous comprenez, non? Il sait que tout le reste, tu vas lui dire là. Tu vas corriger des choses, tu vas ajouter des grains de sel, dont la personne sait déjà que toi, tu n'es pas un homme de confiance. Et tu perds la confiance déjà de la personne. La personne dit, ça m'intéresse, mais est-ce que ce n'est pas risqué? Tu dois lui répondre en disant ceci. Monsieur, madame, vous le savez bien, il n'y a pas d'affaire avec risque zéro. Une affaire avec risque zéro, moi, je n'en connais point. Et vous le savez bien. Je lui dis ça. Et vous le dites. De même que, vous pouvez donner quelques images souvent.
De même que c'est en voulant vivre qu'un jour nous mourrons. Il n'y a que ceux qui vivent qui meurent. Donc tu lui dis ceci. De même que c'est en vivant que nous mourrons demain. De même, dans toutes les affaires que vous allez faire, il peut arriver qu'un jour, vous perdez un peu d'argent. Vous ne perdrez pas toujours de l'argent, mais il peut arriver des jours où vous pouvez perdre l'argent. D'où l'image, monsieur, madame, c'est en vivant qu'on meurt. Ceux qui ne vivent pas ne meurent pas. C'est ceux qui vivent qui meurent. Donc, si vous voulez vous faire de l'argent dans les affaires, monsieur, il peut arriver qu'un jour, vous perdez de l'argent. Mais cette affaire dans laquelle moi-même je suis, vous savez, je ne suis pas venu pour jeter mon argent à la fenêtre. Donc, notez que cette affaire pour laquelle je suis devant vous, il n'y a pas de risque zéro. Mais moi, évidemment, je ne veux pas perdre mon argent. Donc, j'ai pesé quand même les quelques petits risques qui ne sont pas des risques, qui sont des risques mineurs. Et c'est pour ça que moi, je fais. Vous voyez, non? Comment vous l'avez pris? Quand vous le prenez comme ça, il sait que toi, tu es un homme logique, tu es une femme logique et que tu n'es pas là pour mentir aux gens. Mais comme tu te dis que bon, si je lui dis que c'est risqué, il ne fera pas. Non. Il faut lui dire qu'il n'y a pas d'affaire avec risque zéro. Et tu termines pour dire que toi-même, tu n'es pas là non plus pour jeter ton argent à la fenêtre. Toi-même, tu as déjà mis ton argent dedans. Voilà, je me suis inscrit. Voilà pourquoi il est nécessaire que vous me preniez le risque d'avance. Et monsieur, j'ai misé telle somme d'argent. Et je ne suis pas là non plus pour perdre mon argent. Et j'ai pris le risque parce que dans cette compagnie, le risque est mineur. Il n'y a pas grand risque. Ça, c'est vrai, de dire qu'il n'y a pas grand risque. Mais avant de dire à quelqu'un que le risque n'est pas élevé, tu dois dire vrai. Ne rentrez pas dans ces objections, ne concernent pas les affaires bidons dans lesquelles les gens rentrent, s'il vous plaît. Une remarque très importante. Ces objections que nous sommes en train de... Enfin, ces points, ces réponses que je donne, c'est lorsque toi-même, tu es sûr d'être dans même une bonne entreprise, où tu as vérifié que c'est une entreprise réelle, il y a une licence réelle, c'est une compagnie avec un personnel réel. C'est dans ce cas-là qu'on peut parler de cette manière. Vous comprenez? Donc, si vous parlez rentrer dans n'importe quelle affaire, ne faites pas de copier-coller pour dire que, bon, Lambert Kouassi a dit que si le client dit ceci, voilà ce qu'on doit donner comme réponse. Non. C'est lorsque toi-même tu es sûr que tu es dans une bonne affaire et que le risque n'est pas trop élevé que tu peux te permettre ces genres de propos. C'était la première objection. La deuxième objection, la personne peut... Une autre objection, c'est pas par ordre, hein, dit que j'ai déjà perdu de l'argent dans ces genres d'affaires dont je ne peux plus faire d'affaires. Dit que j'ai déjà perdu de l'argent dans ces genres d'affaires. Vraiment, je ne veux plus risquer mon argent encore. Ou je ne veux plus faire d'affaires. Vous voyez, non? J'ai déjà perdu mon argent dans ces genres d'affaires et donc je ne veux plus prendre le risque de faire encore des affaires. Si vous êtes un être humain, vous devez compatir en disant j'en suis vraiment désolé. Vous voyez, vous devrez compatir. Et vous dites vraiment, oh, j'en suis vraiment désolé. Mais vous avez tort de penser ainsi. Vous comprenez, non? Vous lui dites, monsieur, wow, oh, j'en suis vraiment désolé. Mais, monsieur, vous avez tort de penser ainsi. Ou bien de décider cela. Monsieur, c'est parce que tu voulais avoir des enfants. Tu as fait un premier enfant, l'enfant est décédé, et tu décides de ne plus jamais aller dans la chambre secrète avec ta femme. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, non?
chaque fois que c'est possible, vous lui donnez une image, une comparaison qui sied. On dit souvent que comparaison n'est pas raison. Il y a des comparaisons qui éclairent les gens, qui leur donnent assez d'idées, qui éclairent leur raisonnement. Monsieur, si parce que vous avez perdu de l'argent dans une affaire que vous ne voulez plus faire d'affaires, vous êtes semblable à un homme, une femme qui cherche à faire des enfants et que malheureusement son premier enfant est mort, son deuxième enfant est mort et qui décide de ne plus jamais sortir avec une femme pour chercher à faire des enfants. C'est ce que ça veut dire. Il va rire, il va sourire, il sait que c'est la vérité. Et cette manière de lui expliquer, ça dit tout. C'est comme si toi, c'est en faisant des affaires que tu as gagné de l'argent, mais tu dis que comme tu as déjà perdu de l'argent dans une affaire, donc tu ne peux plus jamais faire des affaires. Donc, c'est comme si, c'est le même cas. Il comprendra que si donc je cherche des enfants, que mon premier enfant malheureusement est mort, cela ne veut pas dire que mon deuxième enfant va mourir. Et cela veut dire aussi que si c'est pour chercher l'argent, que tu as perdu de l'argent dans une affaire, cela ne veut pas dire que toutes les affaires que tu as faites, tu vas perdre de l'argent. Voilà, mesdames et messieurs, la deuxième objection et son traitement. La troisième objection sur ma liste est la suivante. Le prospect te demande combien as-tu gagné toi-même? Que c'est en fonction de ce que toi tu as gagné, comment tu vas faire. Et si malheureusement tu lui dis que je n'ai rien gagné, il va te dire que non, donc ce n'est pas rentable. Il va te dire que ce n'est pas rentable parce que toi tu n'as rien gagné. Donc, je pose la question. Tu dois savoir, ça veut dire quand. Vous savez, le traitement des objections, quand le client te pose la question, ça veut dire qu'il s'attend à une réponse qui va le réconforter dans sa position de ne pas faire ou de faire quelque chose. Vous comprenez, non? Il te pose une question et toi, tu dois savoir déjà à quelle réponse lui ici attend. Et donc, par rapport à cette réponse à laquelle il s'y attend, toi, tu dois prendre le contre-pied de ça. Donc, il demande combien as-tu gagné toi-même? Il veut dire par là que si toi, tu as gagné beaucoup d'argent, il va faire. Mais si tu n'as pas encore gagné beaucoup d'argent, lui ne fera pas. Mais c'est une erreur de penser comme ça. Maintenant, comment tu vas lui dire qu'il a tort de penser de cette manière? Parce que peut-être tu viens à peine de commencer. Tu as commencé aujourd'hui. Le lendemain, tu es parti le voir. Il lui veut s'appuyer sur ça pour voir si tu as gagné l'argent. Là, il va faire. Mais tu n'as rien gagné encore. Tu viens à peine de commencer. Donc, il a tort de penser de cette manière. Deuxièmement, il a tort de penser de cette manière parce qu'on peut être dans une affaire et toi qui es en train de lui parler, lui-même peut-être il est plus efficace que toi. Peut-être il sera plus efficace que toi pour réussir dans cette affaire dans laquelle tu es en train de présenter. Donc il a tort de se baser sur tes résultats. Peut-être que lui-même il est plus efficace que toi qui es en train de lui en parler. Donc c'est une erreur encore de considérer d'abord, de s'appuyer sur ce que toi, celui qui lui en parle a eu avant de s'engager. Comprenez? Et puis, donc, par rapport à tous ces points-là, tu lui dis, monsieur, c'est une très mauvaise idée de t'appuyer sur mes propres résultats pour saisir une opportunité. Pourquoi? Parce que tu le mets à l'aise. Monsieur, c'est vrai, je viens de t'apporter une information importante, mais peut-être toi, en ayant cette information sur ce business, tu peux être plus efficace que moi pour gagner plus que moi. Donc, tu as tort de penser comme ça, de me demander mon résultat avant d'entrer. Et aussi, faut-il noter que, monsieur, faut-il souligner que moi, ton succès dans le business ne dépend pas de moi, mon efficacité, mais de toi, ton efficacité et de la rentabilité de la compagnie. Donc, j'aimerais, au lieu de s'appuyer sur mes résultats,
On s'appuie sur ce que la compagnie propose. Donc, allons-y, changeons le terrain. Ne t'appuie pas sur moi, ni sur ce que je suis. Peut-être tu me vois misérable, je n'ai pas encore assez d'argent, mais je ne suis pas l'entreprise. Je suis même d'apporter une information. Donc, tu as tort. Concentrons-nous sur le plan business de la compagnie pour savoir si tu dois le faire, si c'est rentable pour toi ou si ce n'est pas rentable pour toi. Parce qu'en procédant de cette manière, tu te trompes à deux niveaux. D'abord, peut-être, je viens à peine de commencer et tu veux te juger mon résultat pour voir si tu dois faire ou pas. Ou peut-être que sais-tu, peut-être tu as plus de chance, que tu auras plus de chance pour réussir. Dans les affaires, la chance aussi existe, mesdames et messieurs. Tu peux tomber dans une bonne équipe où tu gagnes beaucoup d'argent parce que ton upline était un bon leader. Tu comprends? Ou tu peux tomber dans un réseau où toi-même, en parrainant par coup de chance quelqu'un qu'on n'a pas encore parrainé parce que tu es rentré au bon moment, tu parraines quelqu'un qui va lancer ton réseau dans le monde entier. Un seul filleul que tu as eu est un grand leader qui va lancer ton affaire, de sorte que tu peux gagner plus que celui qui t'a parlé de l'affaire. Donc, d'accord de considérer les choses sous cet angle. C'est un homme logique qui aime la vérité et qui sait que ce que tu dis est vrai. Quand tu vas présenter la chose sous cet angle-là, tu vas dire oui, on dirait que tu as raison. Parce que tu lui as dit que son succès dépend de lui-même, son efficacité, et peut-être il est plus efficace que toi-même. Il va avoir en toi de l'humilité. Bien, donc je peux gagner plus que toi. Ça, c'est un point fort pour toi. Quand il pense que, quand il sait, il reconnaît que dans les bons business, le filleul, le nouveau membre peut gagner plus que celui qui est rentré avant. Le nouveau membre peut gagner plus que son sponsor. Donc, dès lors que tu lui dis que, monsieur, ton succès ici dépend de deux choses. Un, de l'entreprise, de son plan business qui est rentable, et de deux, dépend de ta manière de travailler et non pas de ce que moi j'ai déjà eu. Donc, vous avez tort de voir la chose sous ce angle. Généralement, beaucoup de gens font ça. Toi-même, tu as eu combien? Toi-même, tu as eu combien? Donc, voilà comment on devrait traiter ces genres d'objections. Il y a des gens qui viennent, ils sont bon, mes amis veulent rentrer, mais ils veulent voir combien j'ai eu. Vous n'allez pas vous laisser distraire par ces genres d'objections. C'était, mesdames et messieurs, la troisième objection. La quatrième objection, la personne dit, bon, c'est intéressant, mais moi, je n'aime pas les affaires où on parraine. Ouais, non, ça, on rencontre beaucoup ça, n'est-ce pas, les gars? C'est intéressant, c'est rentable, mais bon, tu sais, moi, les affaires où on doit chercher les gens, les affaires où on doit courir après les gens, ou les affaires où on doit parrainer les gens, moi, je n'aime pas ces genres d'affaires. Comment allez-vous répondre à ces genres d'objections? Bien. Souvent, beaucoup d'entre vous, vous ratez le traitement de cette objection. Vous ratez ça. Vous savez, je fais une petite pause, une parenthèse. Si, souvent, vous êtes parti parler d'une affaire à quelqu'un et la personne a refusé, et puis moi, voici Lambert, ou d'autres leaders sont partis, on rencontre la même personne, puis la personne a souscrit, ce n'est pas parce que la personne n'aime pas votre texte. Ça dépend de ce que vous avez extériorisé quand la personne a émis des objections. D'où l'importance de ce que vous êtes en train d'écouter actuellement. C'est en fonction de ce que tu vas produire toi-même devant le client qui te bombarde d'objections. Il sait qu'il est en train de te bombarder, mais il veut peser s'il est en train de rentrer dans une affaire, une bonne affaire ou bien une fausse affaire. Quand je suis parti acheter ma voiture qui me coûte des dizaines de millions, ou bien des vingtaines de millions, je ne vais pas jeter mon argent comme ça. Je vais être par moments un peu négatif. Oui, on l'a tous été. Est-ce que ce n'est pas les gens de voiture dont le moteur, 2 ans après, le moteur lâche? Tu sais que ce n'est pas vrai, mais tu le dis quand même. Pour voir la réaction du vendeur. Est-ce qu'il reste serein? Est-ce que quand tu dis ça, il reste serein? Est-ce qu'il reste posé?
ou bien il panique. S'il panique, c'est qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, le gars te bombarde d'objections, mais tu es là, tu titubes, tu paniques, il te regarde et dit non, il y a un vice caché. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me cache. C'est-à-dire, le gars veut savoir si tu lui caches quelque chose. D'où les objections. Donc, revenons à l'objection. La personne dit, je n'aime pas les affaires où on parraine. Peut-être il a eu écho, certains de ses amis sont partis faire des campagnes de réseau marketing et le parrainage les a bloqués, ils ont perdu leur argent, selon eux. D'autres ont fait de l'affiliation à cause d'affaires de parrainage, ils n'ont pas pu parrainer, ils n'ont pas pu ouvrir leur binaire. Et donc, ils disent que l'affaire, moi, les affaires, on parraine là vraiment, ils ont raconté ça au bureau, ils ont écouté et ils ont compris que, bon, vraiment, donc lui, il n'a jamais fait d'affaires, mais il a écouté son ami. Vous voyez, non? Et son ami a raconté sa galère dans une compagnie de réseau marketing, donc il a entendu. Et puis, il a gardé ça dans son subconscient. Et il est là, et puis un jour, on vient lui parler d'une entreprise dans laquelle on doit parrainer. On lui parle d'une affaire dans laquelle on doit parrainer. Et dès lors que cela se pose comme problème, comme business, on lui pose ce problème, il se rappelle qu'en telle année, il y a un de ses amis qui a eu ce problème de parrainage. Donc, quand il a entendu parrainage, le verbe parrainer net, il a fait une liaison à la mauvaise expérience de son ami, ou bien lui-même. Il a été dans une entreprise, il n'a rien eu, et puis ses parents lui ont demandé, c'est parce que tu n'as pas parrainé. C'est parce que tu n'as pas parrainé. Tu n'as rien eu parce que tu n'as pas parrainé. Donc, depuis lors, on lui a chanté cette chanson. Donc, il a décidé que désormais, s'il lui doit rentrer dans une affaire, il faudrait qu'il sache que c'est une affaire où on parraine ou on ne parraine pas. Donc, il décide de ne plus jamais faire des affaires où on parraine. Mais, mesdames et messieurs, il y a une manière de répondre à ces genres d'objections. S'il te dit que je n'aime pas les affaires où on parraine, je dis en bon, dis-moi plutôt que tu n'aimes pas réaliser des ventes. Je serai d'accord avec toi. Je reprends. Tu lui dis, dis-moi plutôt que tu n'aimes pas réaliser des ventes. Tu laisses un temps, un silence, mais tu n'as pas fini, hein? Tu laisses un silence. Et je reprends. Tu dis, dis-moi plutôt que tu n'aimes pas les affaires, tu n'aimes pas réaliser des ventes. Tu laisses un temps mort durant quelques secondes et tu reprends, tu dis, pourtant, cependant, toutes les entreprises qui réalisent de grands chiffres d'affaires y arrivent parce qu'il y a des commerciaux qui réalisent des ventes. Vous voyez, non? Vous voyez où l'emmener? Vous lui dites, dis-moi plutôt que tu n'aimes pas réaliser des ventes. Et tu laisses un silence. S'il veut parler, il dit non, je n'ai pas fini. Et tu dis, continue en disant que, notez cependant, monsieur, que si dans le monde entier, des entreprises ont une croissance, ont des chiffres d'affaires colossaux, c'est parce qu'il existe des commerciaux dans ces entreprises qui réalisent des ventes. En revanche, les compagnies dans lesquelles les commerciaux ne réalisent pas des ventes, ces compagnies tombent en faillite. Monsieur, c'est parce que des commerciaux réalisent des ventes qu'on paye les salaires dans les entreprises. Mais monsieur, pour qu'on réalise des ventes, on va en prospection. C'est aller prospecter que tu appelles à chercher des gens. Quand les commerciaux vont en prospection, ils s'en vont parrainer des gens. En fait, ils s'en vont réaliser des ventes. Mais dans le marketing de réseau, on dit parrainer ou sponsoriser parce que tu vas aider une personne comme un père à commencer quelque chose.
Mais cette personne ne peut commencer cette chose sans avoir payé le pack d'adhésion ou le produit ou le service. Donc, parrainer, c'est comme réaliser des ventes. D'où ma surprise quand tu me dis que tu n'aimes pas parrainer, tu veux dire que tu n'aimes pas réaliser les ventes. Mais sans vente, aucune entreprise ne peut exister. Tu finis et puis tu te tais, tu le regardes. Tu as tellement mis ici, il ne sait pas par où commencer. Il dit oui, en effet, tu as raison. Donc, parrainer, c'est vendre. Alors, il dit oui, sans les vendeurs, dans une entreprise, on ne peut rien faire. Dans laquelle tu te trouves là, si les commerciaux ne vont pas en prospection, toi, tu n'as rien, tu n'as pas de salaire. Vrai ou faux? Il a perdu, enfin, il ne peut rien dire d'autre. Et qui ne dit rien consent. Et si tu trouves qu'il est gêné, alors tu prends encore la parole pour le mettre à l'aise. Donc, tu vois, cher ami, donc le mot parrainer, c'est le fait de pouvoir attirer un client qui fait un achat. Et quand des clients réalisent des ventes, des clients font des achats, toi, tu es en train de réaliser des ventes. Mais dans le marketing de réseau, le terme, l'expression de vente, c'est parrainer. Et il va comprendre désormais qu'en fait, les gens ont mal expliqué quand ils parlent de n'aiment pas parrainer. Parce que lui, n'a jamais eu le cas de figure, ou bien on a abusé tellement de ce mot parrainer, on ne sait plus ce que c'est. Et on considère que parrainer, c'est aller chercher des gens, courir après les gens. D'où le côté prospection. Si les commerciaux ne font pas de la prospection, est-ce que vous allez avoir des salaires dans vos entreprises respectives? La réponse est non. Mais allez prospecter. Prends le téléphone. Allô, monsieur? Je suis monsieur Kwasi Lambert. Nous aimerions prendre un rendez-vous avec vous pour vous présenter nos produits. C'est quoi? Ça, c'est chercher des gens, c'est chercher des clients. Les commerciaux le font. Ils font de la prospection. Sans ça, aucune entreprise dans le monde entier ne peut payer des salaires à ses employés. Vrai ou faux? Monsieur, vrai ou faux? Il vous dira oui, c'est là. Vous avez raison. Vous avez gagné un point. Et ça, quand vous marquez un point, c'est très important en matière de vente ou bien de business. C'était la 4e objection qu'on a traitée. Pour vous qui nous prenez en cours, nous sommes en train de traiter 8 objections les plus importantes dans les marketing de réseau ou dans les marketing d'affiliation, c'est-à-dire les objections qui ressortent le plus souvent. Donc, on est sur le 4e. On attaque maintenant le 5e. En matière de marketing de réseau ou d'affiliation, très souvent, on parle d'autoship. Autoship. Je donne un exemple. Il y a une compagnie qui a commencé en affiliation. Crowd1. Au début, Crowd1 n'a jamais parlé d'affiliation, d'autoship. Mais à un moment, après un an, ils ont modifié leur plan et ils ont plus ou moins imposé aux membres que nous sommes l'autoship en te disant que si dans les 3 derniers mois, tu n'as pas fait d'achat, tu n'auras pas telle somme d'argent. Tu ne pourras pas participer à tel pourcentage des gains de la compagnie. Ça, c'est une manière ingénieuse de parler d'autoship, d'achat mensuel. Si toute personne qui ne fait pas d'achat ne retrouve pas une commission, c'est un achat mensuel. Alors, mesdames et messieurs, revenons sur l'autoship. Vous allez trouver des gens dans le monde entier qui vous diront que, bon, moi, j'aime le marketing de réseau, mais le côté autoship, je n'aime pas. Et comme dans ton entreprise, il y a une affaire d'autoship, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Voilà une autre objection. C'est-à-dire qu'il est intéressé que c'est une bonne affaire. Le plan d'affaires est bon. Il te demande, est-ce qu'il y a autoship? Tu ne peux pas mentir. Tu vas dire, oui, il y a autoship. Dès lors qu'il entend qu'il y a autoship, c'est-à-dire achat mensuel, il dit non, l'affaire ne l'intéresse plus. Parce qu'il y a autoship, lui, il ne veut pas faire d'autoship. Il ne veut pas dépenser de l'argent encore dans son argent qu'il gagne. Donc, lui, il n'aime pas les affaires d'autoship. Là encore, tu le regardes droit dans les yeux avec un sourire et lui dis, monsieur, madame,
Dites-moi plutôt que vous n'aimez pas la fidélisation en commerce. Dites-moi plutôt que vous n'aimez pas les clients fidèles. Il sera un peu choqué. Pourtant, c'est la vérité. Pourtant, c'est la vérité. Dites-lui plutôt, monsieur, dites-moi plutôt que vous n'aimez pas les clients fidèles. Il dit, mais comment ça? Comment je n'aime pas les clients fidèles? Un client fidèle, c'est un bon client. Je dis, ah, ok. Bien. Donc, comme il dit qu'un client fidèle est un bon client, vous lui retournez la balle en disant la chose suivante. Monsieur, supposons que vous créez votre entreprise. Vous vous mettez dans un quartier, ou bien vous aurez votre boutique, une boutique, dans un quartier. Monsieur, dès que vous avez votre boutique, dans le premier mois, 100 personnes viennent faire des achats. Dans le premier mois. On est content, le chiffre d'affaires monte. La première semaine, on voit que 100 clients viennent faire des achats. Donc, votre chiffre d'affaires monte dans la première semaine. Ou dans le premier mois, 100 clients viennent faire des achats. Ils ont fait des achats. Votre chiffre d'affaires a monté dans le mois. Vous dites, waouh, ça c'est un beau quartier. Et puis après, plus d'achats. Même ceux qui ont acheté vos produits, personne ne vient faire des achats. Les gens vous ont connus dans le quartier, ils ne viennent plus faire des achats. Les anciens clients ne viennent plus faire des achats. Monsieur, est-ce que votre entreprise va subsister? Les ventes ont baissé. Les anciens clients ne font plus d'achats. Est-ce que votre entreprise peut résister sur de longues années? Il va dire non, bien évidemment, mais je vais fermer boutique. Il dit, OK, très bonne réponse, monsieur. C'est exactement ce qui se passe avec les compagnies de réseau marketing. Elles savent que, au premier abord, dans les premières années, les gens sont en train de faire des adhésions de parrainés. Donc, 1 an, les gens parrainent leurs relationnels, leurs amis et connaissances. 1 an, ça passe. À la fin de la deuxième année, la compagnie n'est plus une nouvelle compagnie. La plupart des gens qui sont déjà dans la compagnie ont déjà parrainé au moins 2 personnes. Donc, ces gens-là attendent maintenant des gains. Et dès lors qu'il n'y a pas un système d'auto-ship ou de fidélisation, tu dis comme ça, hein, tu dis, dès lors qu'il n'y a pas un système d'auto-ship ou de fidélisation et que les ventes commencent à baisser, les parrainages, ce sont des ventes, je l'ai démontré récemment que ce sont des ventes, et les parrainages ou les ventes commencent à baisser et que les anciens clients ne sont pas fidélisés parce qu'ils ne font pas des achats, alors la compagnie, le chiffre d'affaires de la compagnie plonge. Monsieur, aimeriez-vous être dans une compagnie où les clients sont fidèles, qui fait que la compagnie réussit à payer des commissions année sur année à ses membres? Ou bien vous voulez être dans une compagnie où dans la première année vous gagnez et après la compagnie ferme boutique? Quand vous lui aurez expliqué comme ça, vous dites que voilà pourquoi je vous ai posé la question en vous demandant, monsieur, vous aimez les clients fidèles ou bien vous les haïssez? Il vous dira, ah ouais, je viens de comprendre. Ah, donc l'auto-ship, c'est la fidélisation? Je dis oui. Et vous lui demandez, est-ce qu'il y a une compagnie qui peut résister sur 1 an, 2 ans, 10 ans sans avoir des clients fidèles? Pourquoi les compagnies, les Orange, les MTN, les Move vous envoient des bonus de crédit? C'est pour rester fidèle. Pourquoi? Sans fidélisation, la compagnie ferme. N'est-ce pas? Voilà. Quand vous prenez des exemples comme ça, il va comprendre que il a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et ce que vous dites est vrai. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas encore menti à vous qui êtes devant moi. Tout ce que je prends comme réponse, ce sont des réponses logiques, des réponses réelles, qui sont convaincantes, qui ont un sens. Tout ce que je dis a un sens. Donc, n'allez pas mentir. Dites des choses qui ont des sens, qui ont un sens. Et cela est très important. Voyez là? Voilà. C'était la 5e objection traitée. La 7e objection. La 6e.
Bon, je me suis trompé, donc peut-être ça sera 7 puisque j'ai sauté un numéro, donc je vais 6. Alors que j'avais mis 7. Bien. Vous tomberez sur une personne qui vous dira, comme objection, j'ai fait ce genre d'affaires dans le passé. J'ai parrainé 2 personnes, comme tu me dis ce qu'on doit parrainer, mais ils n'ont rien fait. Ils ont bloqué mon affaire. À cause de leur paresse, je n'ai rien eu. Ils ont bloqué mon affaire. Vous voyez, non? Vous avez une fois rencontré ce genre de personnes, non? Qui disent que les 2 filleuls qu'elles ont parrainées n'ont rien fait. Et ces 2 filleuls-là ont bloqué leur affaire. Waouh, je suis désolé. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Ces 2 filleuls, est-ce que c'était vos propres enfants? Ou bien vos employés? C'est une question importante. Vous lui demandez, les 2 personnes dont vous parlez, vous dites n'ont rien fait. Est-ce vos enfants ou vos employés? Dans le réseau marketing, sont vos employés. Si ce sont vos enfants, dites-vous que vous n'êtes pas en train de faire, vous n'avez pas fait du marketing de réseau. Parce que quand vous rentrez dans un réseau, on dit d'ouvrir votre binaire. Vous mettez vos 2 enfants, mais c'est vous qui êtes encore là. Ce n'est pas, on n'est pas parrainé encore. Tous ceux qui mettent leurs enfants et qui ne ferment pas les 4 pieds de leurs enfants ne sont pas en train de faire du marketing de réseau. C'est eux-mêmes qui sont encore là. Je peux comprendre que quelqu'un ouvre son binaire avec ses 2 enfants, mais les 2 enfants ont 2 pieds maintenant. Et comme les 2 enfants ne feront rien, tant que le réseau n'est pas dans la main des gens extérieurs de la famille, tu n'as rien fait encore, c'est toi qui es toujours là. D'où la question, quand il dit que j'ai fait dans ça dans le passé, j'ai parrainé 2 personnes qui ont bloqué mon business parce qu'ils n'ont rien fait, c'est pour ça que tu lui demandes, ces 2-là, ce sont tes 2 enfants, mais ce sont tes employés. Maintenant, il dit non, ce ne sont pas ses enfants. Il peut dire aussi ce sont ses enfants. D'où la réponse qu'on a donnée là. Donc, monsieur, ce sont tes 2 enfants, vous avez eu tort de mettre vos enfants. Ou bien, quand vous mettez vos 2 enfants, vous aurez dû fermer leurs pieds. Là, on sait que vous avez parrainé. Mais tant que ça reste vos 2 enfants et que vous ne parrainez plus, vous n'avez rien fait. Il dit, ah, il dit, vous dites oui. Maintenant, ça peut ne pas être ses enfants. Et il vous répond que non, ce ne sont pas mes enfants. Ce sont 2 amis que j'ai parrainés et qui n'ont rien fait. Vous dites, ok, j'ai compris. D'où la question. Vous demandez, est-ce que ce sont vos employés? Parce que monsieur, madame, dans le marketing de réseau, ceux que vous parrainez ne sont pas vos employés. Vous les parrainez parce que vous voulez leur faire du bien, qu'ils viennent découvrir un business. S'ils viennent et qu'ils ne font rien, vous n'avez pas à vous plaindre d'eux, comme s'ils sont là pour travailler pour vous. Ils sont là pour eux-mêmes. Donc, s'ils n'ont rien fait, c'est leur problème. Donc, monsieur, vous avez tort de dire que parce que dans l'entreprise A, vous avez mis 2 personnes qui n'ont rien fait, donc vous êtes découragé. Comme ça, vous ne faites plus ce genre d'affaires. Personne n'a bloqué votre affaire. Si les 2 n'ont rien fait, vous aurez dû chercher 2 autres clients. Et vous lui posez la question, monsieur. Quand vous créez votre entreprise, vous vous limitez à 2 clients? Quand vous créez une entreprise, vous vous limitez à 2 clients? Mais pourquoi diantre, dans le réseau marketing, quand vous avez trouvé 2 clients, vous avez baissé les bras, vous dites vous ne travaillez plus. Vous aurez dû continuer de trouver des clients encore. Parce que dans une entreprise, plus on vend beaucoup de clients, plus on se fait de l'argent. Pourquoi dans le réseau marketing, vous limitez à 2 clients? Non, parce qu'on dit c'est le binaire. Mais le binaire ne veut pas dire qu'on ne peut pas parrainer au-delà de 2 personnes. Tu peux parrainer plus. Ça aidera encore ton équipe, non? Là, il vient de prendre conscience qu'il a tort de mettre la faute sur des gens qui sont en bas de lui et qui ne sont pas ses employés. Et que chacun vient pour son propre business.
Si vous mettez 2 personnes, vous ne les mettez pas pour qu'ils travaillent pour vous, pour qu'elles travaillent pour vous. Vous mettez les 2 personnes pour elles-mêmes leur bien. Et si elles ne font rien, que vous ne voulez pas dépendre de ces personnes, mais vous les outrepassez. Vous ne voulez pas dépendre de ces personnes, vous partez parrainer 2 autres personnes qui pourront vous aider à créer une équipe et avancer, à dupliquer. C'était, mesdames et messieurs, la 6e objection. Vous avez rencontré ce genre de cas. La 7e objection est la chose suivante. Monsieur, c'est intéressant, hein? Bon, le business là, tel que tu as expliqué là, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais je ne peux pas rentrer pour le moment. Je vais aller en parler à mes amis. S'ils trouvent que c'est intéressant, là, je vais payer ma position. Vous voyez, non? Il dit, il va aller tâter le terrain d'abord. S'il voit que les gens, ça intéresse les gens, là, lui, il viendra payer. Mais s'il s'en va en parler à ses amis et que ses amis ne sont pas intéressés, là, il ne va pas payer sa position. Vous répondez quoi à un tel monsieur ou à une telle dame qui dit va aller d'abord observer si ses amis peuvent être intéressés par un tel business. Vous répondez quoi déjà? Quand c'est comme ça, première question, vous lui posez. Croyez-vous que vous saurez expliquer ce business à quelqu'un déjà? Croyez-vous que vous pourrez expliquer ce business à quelqu'un déjà? Je viens à peine de vous expliquer. Vous croyez pouvoir rendre exactement ce que je vous ai donné tout à l'heure à quelqu'un d'autre? Les gens à qui tu veux aller expliquer là, est-ce que vous croyez que ce qu'on vient de passer quelques minutes ou bien quelques 30 minutes, croyez-vous que ce que vous avez écouté dans la vidéo, de la conférence là, vous pouvez rendre exactement cela? Il va vous dire non, ce n'est pas évident. D'accord. Donc là encore, c'est un faux départ. Vous lui posez encore une question. Monsieur, l'affaire que je vous ai expliquée, vous voulez le faire pour vos amis ou le faire pour votre propre intérêt? Je suis venu vers vous, vous informer d'un business que vous allez faire pour vous-même. Vous allez vous enquérir des informations auprès de vos amis pour voir si ça les intéresse. Donc, je pose la question. L'affaire que vous faites là, l'argent que vous voulez faire là, vous le faites pour vos amis ou vous le faites pour vous-même? Il dit non, bien évidemment, c'est pour moi-même. Mais je veux voir si mes amis vont être intéressés comme ça, je vais les parrainer facilement, je vais ouvrir mon binaire. Il dit non, tu as tort. Et donc, d'où la 3e question. Monsieur, on ne monte pas son entreprise personnelle en comptant sur ses amis facilement. Faire le marketing de réseau, c'est être ton propre patron. Quand on est son propre patron, tes amis ne peuvent ne pas être avec toi. Mais s'ils ne sont pas avec toi, ils ne partagent pas ta conviction sur ce business-là, donc tu diras que bon, comme j'ai voulu monter mon entreprise et que mes amis ne sont pas d'accord, qu'ils n'aiment pas ce business-là, moi-même là, je ne fais plus, je suis découragé. C'est ce que vous voulez dire quand vous dites que vous allez d'abord aller voir si vos amis vont accepter de faire ça avec vous. Parce que monsieur, madame, faire du marketing de réseau, c'est être son propre patron. Et puis faire le marketing de réseau, c'est avoir des clients qui consomment un produit, un service dans votre branche commerciale. Et la branche commerciale ne doit pas forcément être composée par vos amis. Vous pouvez avoir des inconnus. Comme dans une entreprise, ceux qui consomment vos produits et services ne sont pas forcément des gens que vous connaissez, mais des gens qui ont des besoins et que ce produit peut répondre à leurs besoins. Quand vous dites ça,
si c'est un homme qui est honnête ou qui est ignorant de ce métier, il va se ressaisir, s'asseoir pour dire « Ah, on dirait que tu as raison », s'il est honnête. Hein. Si ce n'est pas un faux prétexte. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien dans leur poche, ils ne veulent pas faire le business. Mais tous des arguments prétextes, tous des prétextes, là, ils n'ont rien. C'est-à-dire, il n'a rien, mais pas de dire que Joe, je n'ai pas l'argent. Hein. Mais il va trouver des objections là pour te faire promener. Vous comprenez, non? Donc, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Il n'a pas l'argent pour payer, mais au lieu de te dire que je n'ai rien, il te fait tourner, je vais demander à la vie de ma femme, tout ça. Donc, il y a plein de choses qu'il fait dans le secret, il ne demande jamais la vie de sa femme. Mais pour ça, il faut que sa femme donne son OK. Ce n'est pas clair. Vous comprenez là? Donc, si vous trouvez que c'est quelqu'un qui est en train de vous faire promener, perdre votre temps, vous quittez devant lui. Voilà, c'est moi qui vous dis ça. Quittez devant lui. Ne laissez pas les gens perdre votre temps. Donc, vous avez des idées très logiques, des vérités très logiques, très convaincantes. Pour chaque objection, ne mentez pas. Soyez logique, soyez raisonnable. Et quand c'est raisonnable que la raison humaine accepte, il ne peut rien dire contre. D'où, jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit, tout est raisonnable. Il n'y a pas une objection que j'ai traitée avec une argumentation légère. À vous d'apprécier de toutes les façons. La huitième objection que vous rencontrez, la personne vous dira, mais je veux commencer, mais moi, je ne veux pas me faire parrainer par quelqu'un. Je veux pas que quelqu'un gagne l'argent sur moi. Je veux rentrer, mais je ne veux pas que quelqu'un me parraine. Vous lui répondez, je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas, ne faites pas de marketing de réseau. Dans ce cas, cette affaire ne vous concerne pas. Et puis, vous quittez devant lui. Que le marketing de réseau dit marketing de réseau. On crée un réseau de distribution. Le grossiste, demi-grossiste, détaillant, on crée un réseau pour couvrir un marché dans le marketing traditionnel. Dès lors que tu veux faire le marketing de réseau, tu veux te mettre en réseau avec des gens pour que via vous, la compagnie puisse couvrir un marché. D'où le nom marketing de réseau. Donc, dès lors que tu ne veux pas te faire parrainer par des gens, monsieur, ce business n'est pas fait pour toi. Donc, excuse-moi. Lorsque tu trouverais un business de ce genre, je t'en parlerai, mais tu ne peux pas rentrer sans qu'on ne te parle. Comprenez, non? Voilà. Ce sont des gens soit égoïstes ou qui trouvent que quand, par exemple, tu payes, il va payer tes 10 000 $, les 10% là que tu vas avoir sur lui là, ça lui fait mal. Donc, il est méchant de cœur d'abord. Donc, s'il est méchant de cœur, qu'il raisonne comme qu'il est sérieux, tu veux dire, si on doit le parrainer, que quelqu'un doit gagner l'argent sur son argent, il ne veut pas rentrer, c'est un gars qui est méchant de cœur. Parce que de toute façon, toi, ton argent ne diminue pas. On n'enlève pas sur ton argent. Tu as payé 10 000 $, tes 10 000 $ sont dans le programme d'investissement ou bien dans le business. Mais parce que le monsieur qui est venu t'informer, te donner l'information de cette entreprise, de cette opportunité juteuse, parce que cette personne va avoir 10 000 $, toi, tu n'es pas content. Et tu es contre. Et pour ça, tu dis qu'on ne doit pas te parrainer. Donc, tu lui dis, monsieur, je n'en peux rien, je n'y peux rien, donc ce business n'est pas fait pour vous. Excusez-moi, vous quittez devant lui. Souvent, quittez devant les gens. Souvent, n'allez pas commander une adhésion. Souvent, vous commandez l'adhésion. Pourquoi vous faites ça? Ne commandez pas l'adhésion. Dites-lui, faites comprendre à toute personne, moi, c'est mon raisonnement et c'est la vérité. Si vous êtes devant quelqu'un pour un business, ne soyez pas là parce que ne montrez pas la personne que vous voulez gagner l'argent sur la personne. La vérité, c'est que en matière de commerce, voilà ce chocolat que j'ai acheté. J'ai mangé, je n'ai pas envie de manger. J'ai payé ça parce que j'avais un besoin. J'avais envie de manger du chocolat. Et j'ai acheté ce chocolat. Donc, le créateur de ce produit a reconnu que en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui ont envie de manger du chocolat. Que c'est un besoin, qu'ils aiment le chocolat. Donc, il s'est dit que si je crée un produit qu'on appelle la solution, en marketing, c'est la solution, le produit, c'est la solution.
cette solution-là va répondre à mon problème, à mon besoin. Donc, dès lors que tu es dans une entreprise de marque d'affiliation et que tu vas vers quelqu'un, c'est que tu dois savoir si la personne a un besoin d'argent, a besoin de développer un business qui lui donne de l'argent. C'est un besoin qu'il a. Donc, quand tu vas vers lui, c'est lui qui a besoin de toi. Ce n'est pas toi qui as besoin de lui. Ce que tu gagnes comme argent, c'est en voulant le parfumer qu'une partie du parfum vient sur toi. Mais ton objectif, c'est de satisfaire à son problème qu'il a, à son besoin. C'est comme ça aussi en business, en réseau marketing. Quand Lambert Kouassi te parle d'un business, écoute-moi, tu peux ne pas faire, je m'en fous. Donc quand je m'en vais vers toi, ma manière de te présenter, ce n'est pas pour te demander pardon de faire. Je te donne une information. Vous ne sentez pas ça dans mes conférences? Quand je fais mes conférences, vous ne sentez pas? Je ne suis pas là pour te demander pardon. Bon, tu sais, depuis que je suis rentré, je n'ai pas encore eu quelqu'un. Viens rentrer, tu vas m'aider à développer mon réseau. Comme tu es un grand leader, je vais payer pour toi. Quand on fait ça là, la personne se dit que tu as tellement besoin d'elle qu'elle fait son petit malin sur vous. Ce n'est pas à eux de faire le malin sur toi. C'est toi qui détiens quelque chose qu'eux ils n'ont pas. Tu as des informations qui gagnent des millions. Récemment, j'ai mis des gens dans des affaires, les gens gagnent des millions. Ils pourraient refuser. S'ils avaient refusé, ils n'allaient pas avoir ces millions-là. J'ai mis des gens dans des affaires il y a fait 2 mois. Les gens gagnent des millions. Actuellement, où je parle. Mais écoutez, quand ils gagnent, c'est moi, ils donnent l'argent. C'est pour eux, non, ils sont contents. Il y a un qui m'appelle, il était très content. Il dit, ah, si l'affaire là dure des années, vraiment, nous, on va devenir milliardaires. C'est lui qui me dit ça. Mais il pourrait refuser. Hein. S'il refusait, il se faisait du mal à lui-même. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un vous dit que lui, il est comme ça, il dit, OK, c'est pas fait pour toi. Il faut quitter devant lui. C'est lui qui va t'appeler. C'était la 8e, la 9e. En fait, j'avais dit 10, mais c'est 9 parce que j'avais sauté un numéro. Donc, j'ai mal compté. Donc, la 9e et dernière objection des gens. Il dit que tous ces systèmes sont des systèmes pyramidaux où les premiers gagnent et les derniers perdent leur argent. D'autres ont fini par vous convaincre avec ça. Parce que vous avez vu que dans les systèmes de réseau, les premiers gagnent beaucoup d'argent vraiment. Et que souvent, d'autres ne gagnent rien. Donc, vous avez fini par ils ont fini par vous convaincre, vous qui êtes dans la salle. D'autres, vous avez été convaincus par ça. Que ce sont des systèmes d'escroquerie, des systèmes pyramidaux. Bien. Et que lui, pour ça, il ne veut plus faire d'affaires, de ces genres d'affaires. Comment traiter une telle objection, mesdames et messieurs? Bien. Tu souris, pour lui dire que tu es à l'aise avec une telle objection, tu souris. Un vrai sourire naturel. Hein? Et tu lui dis, monsieur, madame, vous savez quoi? Dans ce pays, tu ne devrais plus vivre dans ce pays. Parce que le gouvernement de ce pays est pyramidal. Le gouvernement de ce pays-là est pyramidal. Ce pays qui te dirige, où les gens sont dans ce pays, il y a un gouvernement qui dirige ce pays-là. Le gouvernement même est pyramidal. Il y a quelqu'un qui est en haut qui gagne l'argent plus que tout le monde. Et quand on descend un peu, il y a quelqu'un qui est là en haut qui gagne l'argent plus que tous ceux qui sont dans le gouvernement. Et il y a d'autres qui sont en bas encore qui gagnent un peu jusqu'au subalterne. Mais tu es dans ce pays. Monsieur, tu es dans une entreprise? Il va dire oui. L'entreprise dans laquelle tu te trouves là, elle est pyramidale. Le PDG, il y a un PDG qui était là, on l'a remplacé, on n'est pas dit prendre quelqu'un d'autre, on est venu vous parachuter au-dessus de vous. Il gagne l'argent plus que vous tous. C'est ça le système pyramidal. Tu ne devrais plus travailler dans cette entreprise, c'est injuste là, c'est de l'escroquerie. Comment lui, il est quitté là-bas et puis on vient le placer au-dessus de vous. Système pyramidal.
Je lui dis, monsieur, tu connais l'armée de ton pays? L'armée de ton pays est pyramidale. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, ok, je vais t'expliquer. Je lui dis, demande-moi pourquoi tu dis ça. Je lui dis que, d'abord, tout ce que je viens de te citer là, ce sont des systèmes pyramidaux que la société a fini par accepter. Un gouvernement est pyramidal. L'armée est pyramidale. L'organigramme d'une entreprise, le PDG, c'est pyramidal. Vous avez accepté ça, n'est-ce pas? Dans le marketing des réseaux, c'est d'ailleurs le système qui n'est pas du tout pyramidal. En tout cas, vous reconnaissez quand même, dans le traitement de l'objection, reconnaissez quand même que, dites-lui, vous avez raison à un certain niveau. Monsieur, il existe réellement des fausses compagnies qui utilisent le nom du réseau marketing pour escroquer les gens. Ça, je n'en disconviens pas. Là, je vous donne raison. Parce qu'il existe de fausses compagnies qui abusent du nom de réseau marketing, qui n'ont pas de produits, qui n'ont pas de services et qui, bien évidemment, viennent escroquer les gens. Mais dans le système de marketing de réseau, je vais te démontrer que ce n'est pas pyramidal avec deux raisons principales. Il y a plusieurs raisons pour démontrer, mais je vais te prouver par deux raisons que ce n'est pas pyramidal. D'abord, ce n'est pas pyramidal parce que je commence seul. Je commence seul mon réseau. Le réseau sur lequel on va me payer demain, je commence seul. Alors que le gouvernement, on met quelqu'un au-dessus des gens qui sont là déjà en bas de lui. Dans une entreprise, on prend quelqu'un, on le parachute au-dessus des autres personnes. Mais dans le réseau marketing, je commence en singleton. Je suis seul. Et c'est par mon travail que je vais créer une branche commerciale composée d'abord de 2 personnes. Là encore, tu parles de pyramide, tu me diras non. Là, je suis seul. Où est la pyramide? Je trouve 2 clients et la compagnie dit que si mes clients trouvent des clients, on me paye. Donc, on me paye sur le résultat de mon travail. Je n'ai pas été parachuté. Je suis seul. J'étais seul. Et comme c'est du réseau marketing, réseau marketing, et que ça fonctionne de bouche à oreille, et que la compagnie a les 2 clients, grâce à eux, il y a eu plusieurs clients. La compagnie estime que si un jour, je n'étais pas entré seul et que je n'avais pas trouvé 2 clients, on n'aurait pas ces centaines, ces millions de clients. Donc la compagnie est reconnaissante envers moi pour me verser des commissions. Parce que si un jour, je n'étais pas rentré dans Krawan, en Côte d'Ivoire, on n'aurait pas ces millions de personnes dans le réseau Côte d'Ivoire. Si un jour, je n'étais pas rentré dans Wozer, des Ivoiriens ne connaîtraient peut-être pas Wozer dans mon pays. Donc, la compagnie est reconnaissante envers moi que c'est parce que je suis rentré que j'ai trouvé 2 personnes, qu'il y a eu ce monde-là. Donc, elle est reconnaissante envers moi. Je n'ai pas de salaire. Je suis payé en fonction du chiffre d'affaires. Donc, dès lors que c'est de mon équipe qui a ces centaines de personnes, la compagnie doit de me payer. Donc, ce n'est pas pyramidal. Celui qui vient de rentrer en bas de moi, s'il veut créer son réseau aussi, il commence aussi comme moi à 0. Il construit son équipe et la compagnie payera cette personne aussi également. Donc, voilà la pyramide. Tu vois, c'est de l'ignorance. Les gens exposent leur ignorance. Non, ils ont entendu partout pyramidal, pyramidal. Quand tu parles des réseaux, c'est pyramidal. De l'ignorance. Tu leur dis ça, que monsieur, c'est de l'ignorance. Moi, je t'explique ce que c'est que le réseau marketing. C'est la première chose que tu dois lui dire. Tu dis du deuxième chose, monsieur, deuxième raison. Ce n'est pas pyramidal parce que, monsieur, dans un système pyramidal, dès lors que de nouveaux clients ne rentrent plus, l'affaire s'arrête. Mais dans mon entreprise pour laquelle je t'appelle ici, on peut fermer. Des gens ne rentreront plus jamais, mais mon entreprise ne fermera pas. Tu sais pourquoi? Parce que, monsieur, il y a un produit. Mon entreprise a un produit. Donc, si tu dis, les 1000 personnes qui sont rentrées, personne ne rentre encore. Mais écoute, les 1000 personnes là, chaque mois, ils ont envie de s'essuyer, ils vont venir payer.
et l'argent rentre dans l'entreprise. Ils vont consommer le produit. Ça là, ils vont prendre, ça finit. Ils viennent encore acheter. L'argent rentre encore. Les nouveaux clients ne rentrent plus, hein, mais les 1000 clients, tu dis que c'était pyramidal, non? Donc, la pyramide se nourrit de nouveaux clients, de nouvelles personnes qui rentrent. Ici, il y a un produit. Tant que les 1000 clients qui sont déjà rentrés, personne ne rentre encore. Tant qu'ils seront en soif de ce produit et qu'ils vont acheter, moi, mon entreprise vivra. Voilà la différence en SM pyramidal. Et monsieur, madame, la compagnie pour laquelle je t'ai invité a un produit, a un service. Donc, où est le sens du côté pyramidal dont vous parlez? Troisième raison, encore bonus, monsieur. Si tu rentres, tu crées ta branche commerciale, tu peux gagner l'argent plus que ton parrain. Il dit, ah, tu dis oui. Toi, tu peux gagner l'argent plus que lui. Donc, dans un système pyramidal, un nouveau membre ne peut pas gagner l'argent plus que son parrain. Mais dans ce business, puisque c'est en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur les produits vendus que tu gagnes ton argent. Donc, si toi, tu parraines quelqu'un et que le fieur, là, lui, il est un grand marketeur et que sa branche commerciale génère plus de chiffre d'affaires, le pourcentage qu'on lui paye sur les produits achetés est plus colossal que ce que toi, tu reçois en tant que ton source. Quand tu finis de parler de tout ça, il va se rendre compte qu'il a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Souvent, c'est votre ignorance qui fait que les gens ne vous écoutent pas. Parce que quand il met ici, tu lui démontres qu'il est ignorant. Et que ce qu'il dit là, ce sont des argumentations légères qu'il a. Des prétextes qui ne tiennent pas la route. Quand tu casses comme ça, tu casses. Il dit, bon, ton affaire là, c'est combien on paye? Il dit, ben, il y a des différents packs. Mais voilà, tu choisis ce que tu veux. C'est que c'est fini. Mesdames et messieurs, voilà, j'avais dit 10 raisons, mais voilà les 9 raisons principales, les 10 objections, pardon, que j'ai tenu à partager leur traitement avec vous, pour que ça vous donne quelques idées. Comme je le disais au début, peut-être, il y a des objections que j'ai oubliées ou que je n'ai pas, ou bien que j'ai minimisées. Si il y en a que vous avez dans la salle, partagez ça avec nous et posez la question pour que je puisse voir si je peux répondre à ça ou bien si d'autres personnes dans la salle peuvent répondre à cette objection. C'est-à-dire comment on traite ça. Je signale que nous ne sommes pas ici pour une entreprise quelconque. Nous sommes là pour parler de la manière dont nous pouvons traiter des objections dans une entreprise de marketing de réseau, d'affiliation, de compléments alimentaires, de quoi que ce soit. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Alors, leader Ibrahim, question. Votre micro est ouvert. Leader Ibrahim. Oui. Bonsoir, leader. Bonsoir. Oui, merci pour la brillante présentation. Je vous en prie. Oui, bon, je ne sais pas si c'est un ajout ou bien je vais dire. J'aimerais que partager un peu, c'est un point que vous allez essayer de développer peut-être avec nous. Okay. C'est concernant, bon, quand on fait son prospection, il y a les gens qui demandent l'entreprise est née quand, l'entreprise fonctionne où, l'entreprise a commencé à fonctionner quand, ou bien l'entreprise paye comment. En tout cas, bon, c'est ce que les gens demandent. Vous voyez. Les gens commencent par demander, en tout cas, l'acte de naissance de la compagnie, quoi, ce que je vais dire. L'acte de naissance de la compagnie. Maintenant, c'est ce que j'aimerais que vous essayez de développer avec nous. Parce que moi, c'est bien vrai qu'on a besoin de connaître vraiment quand est-ce que la compagnie a commencé par fonctionner. Mais en tout cas, bon, ce n'est pas quand même important pour moi. Si important pour moi quand même. C'est ce que j'aimerais que vous essayez de développer avec nous. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une très bonne remarque, mais vous avez tort de dire que ce n'est pas important. Vous avez tort de dire que ce n'est pas important. Écoutez, vous ne pouvez pas présenter un business à des gens. D'abord, vous-même, vous ne devrez pas rentrer dans un business sans avoir des informations précises sur certains points de la compagnie. Vous devez savoir, cette entreprise-là, d'abord, elle répond à quel besoin? Quel est son produit? Excusez-moi. Quel est son produit? Quel est son service?
Ça, c'est important. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas rentrer dans une entreprise sans chercher à savoir c'est quelle entreprise, qui est le fondateur, quel est le siège, dans quel pays est le siège, est-ce que la compagnie a une licence, est-ce qu'elle a d'autres bureaux dans d'autres pays, elle a des bureaux dans d'autres pays, est-ce que c'est une entreprise qui ne se cache pas, réelle, les patrons se montrent, pourquoi ne se montrent-ils pas? Ont-ils un personnel? Qui sont les différents directeurs? Bien sûr, je ne vous demande pas, lors d'une présentation, d'aller dire tout ça là. Mais vous-même, vous devez d'abord vous assurer que c'est une bonne compagnie avant de mettre les gens dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, par exemple, je prends mon cas. Il y a des gens, s'ils savent que je suis dans une affaire, ces gens-là ne réfléchissent pas. Ces gens se rentrent. Donc, dès lors que je sais que si je suis dans une entreprise, il y a des gens qui ne vont pas réfléchir, je fais très attention. Je ne rentre pas comme ça dans les entreprises. Je ne fais pas de conférence sur une entreprise si je n'ai pas des informations importantes, réelles sur la compagnie. Parce que je sais que je vais pousser des gens à peut-être risquer leur argent en faisant une vidéo. Des gens peuvent dire, bon, ils peuvent mettre leur argent dedans. Donc, je fais très attention. Vous aussi également. C'est tout à fait normal que les gens se demandent, c'est quelle entreprise? Où c'est situé? Quand a-t-elle commencé ses activités? Est-ce qu'elle paye les gens actuellement? En tout cas, les gens veulent savoir. Ils veulent savoir, c'est normal, mon cher ami. Donc, si la personne vous demande, d'abord, même sans qu'on vous demande, vous ne pouvez pas faire une présentation d'une entreprise, d'un business, sans dire les choses suivantes. Qui est le fondateur? Où se trouve la compagnie? Leur business là, ça répond à quel besoin? Leur service répond à quel besoin? Leur produit répond à quel besoin? C'est bon pour vous-même aussi. Parce que si une entreprise ne repose pas sur, n'a pas un service, un produit qu'elle vend, et que l'être humain achète parce qu'il a un besoin, tant que ce besoin va exister, les gens vont acheter, ils vont acheter, ils vont acheter. Donc si la compagnie est là pour l'argent, pour de l'argent, qu'elle ne répond pas à un besoin réel, à un moment, les gens ne paieront plus. Et ça, ce sont les gens de compagnie qui se nourrissent des adhésions. Parce que s'il y a des adhésions, parce qu'il y a un produit, c'est normal. Mais si les gens adhèrent juste pour de l'argent, alors qu'il n'y a pas un produit, un service réel, pour que même si on arrête les adhésions, les gens qui sont déjà dedans peuvent consommer régulièrement le produit et les services et que la compagnie peut vivre année sur année, c'est que tu es dans une fausse compagnie. Donc c'est normal, ce n'est pas une objection, c'est le droit des gens de savoir quelle est cette entreprise, quel est son produit, quand ça a été créé et est-ce qu'elle paye les gens actuellement. C'est important de le savoir, monsieur. Ce n'est pas une objection. Voilà. Donc, c'est bon, monsieur, mon cher ami. Diekoud Benjamin, votre micro est ouvert. Nous sommes 48 personnes dans cette salle actuellement, 49, 48. Merci, Top Leader. Oui. Je voudrais vous remercier particulièrement pour votre disponibilité légendaire et pour votre bénévolat. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous venez de faire. C'est des astuces qui sont assez importantes que vous venez de nous apporter. Et pour cela, je voudrais vous être reconnaissant. Merci beaucoup. Merci, leader. Pour ma préoccupation, c'est quoi? C'est que il y a des gens, et dès que tu commences à leur présenter effectivement un business, tout de suite, ils sont réactionnaires. C'est-à-dire, je n'en veux même pas, ne me parle même pas de ça. Je n'en veux même pas du tout. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas écouter ce que vous avez à dire. Alors que, bon, vous ne vous connaissez pas avant
seulement que tu les invites à une affaire, à écouter, à dire quelque chose. Dis non, je n'en veux même pas, je n'en veux même pas. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens de personnes-là? C'était ma seule préoccupation. Je vous remercie. D'accord. Merci, leader. Alors, leader. Leader, mais là, tu auras tort de forcer. Pourquoi? Vous avez tort de forcer les choses. Parce que, comme je le dis toujours, moi, c'est ma philosophie. Je me suis rendu compte que beaucoup n'ont pas cette philosophie-là. N'allez pas vers les gens parce que vous voulez gagner l'argent sur les gens. C'est la mauvaise approche. Allez vers les gens parce que vous les aimez. Je souligne aimer. Vous les aimez et vous voulez leur bien. Et naturellement, vous les aimez. Vous voulez les voir réussir. Vous voulez les voir prospérer. Et dans votre ignorance, vous vous êtes dit que peut-être qu'ils ont un besoin que ce business peut combler, ou que ce produit peut combler, ou que ce service peut combler. Il y a trois choses, les gars. Soit la compagnie a un service, et ce service peut répondre aux besoins des gens. Vous, en tant qu'apporteur d'affaires, vous partez pour leur proposer le service. Peut-être c'est par rapport à ma formation de commercial que j'ai cette approche-là. Mais c'est la meilleure approche. Donc, quand on va avec quelqu'un pour proposer les produits d'une entreprise ou les services d'une entreprise, c'est parce que la personne on se dit que la personne peut-être a un besoin. Donc, on lui propose le service. Deuxième chose, soit ce n'est pas des services, mais des produits physiques. Donc, on estime que peut-être que dans notre ignorance, on se dit que la personne a besoin de ce service, de ce produit, et on lui propose. Troisièmement, ça peut ne pas être des produits ou des services, mais l'affaire elle-même répond aussi à un besoin. C'est-à-dire, je suis apporteur d'affaires. Quand j'apporte des clients à la compagnie, elle me paye. Donc, je me dis aussi que dans un monde où le coronavirus a cloué les entreprises, où le chômage est de plus en plus évident, peut-être que mes voisins, mes amis, veulent avoir une autre source de revenus pour se faire de l'argent. Dès lors que j'ai une entreprise qui paye bien, j'estime qu'eux aussi, ils ont un besoin d'argent et que ce business peut leur procurer de l'argent, peut les aider à se faire de l'argent. Donc, voilà trois cas de figure. Donc, c'est dans cette optique que je vais vers toi, pour ton propre bien. Pas pour moi d'abord, mais pour toi d'abord. Je t'approche pour te parler. Dès que je commence, sans m'écouter, tu dis non. Mais ça dépend aussi de l'approche aussi. Hein. Moi, tu peux m'approcher et puis tu veux forcer tout de suite à m'expliquer un business. Je dis, je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas, monsieur. Pas que je n'ai pas besoin d'argent, mais ton approche est déplacée. Dès que tu me rencontres, tu veux tout de suite m'expliquer ton affaire. Pourquoi? Tu ne me respectes pas. Tu ne me respectes pas. Tu ne respectes pas mon temps. Et beaucoup d'entre vous font ça. Dès que vous voyez quelqu'un en ligne, vous devez envoyer votre lien de parrainage. C'est quelle manière de fonctionner ça? Moi, je ne regarde pas. Et donc, souvent, si les gens ne vous écoutent pas, c'est pour deux raisons. Soit les gens n'ont pas besoin de votre affaire. Passez votre chemin. Soit les gens n'ont pas besoin de votre produit. Passez votre chemin. Soit les gens n'ont pas besoin de votre service. Passez votre chemin. Ils ne sont pas les seuls clients dans le monde entier. Il y a des seuls prospects. Même vous-même, vous avez ce même comportement. Quand vous partez au marché, les enfants qui produisent, tonton, il y a ça, il y a ça. Tu le repousses parce que tu n'en as pas besoin. Mais pourquoi pour vous maintenant, quand vous voulez parler, dites, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez forcément que dites non, laisse-moi te parler. Non, la personne n'a pas besoin de ça. Passez votre chemin. Vous ne pourrez pas vendre quelque chose à quelqu'un dont la personne n'a pas besoin. C'est quand la personne a besoin que la personne s'y intéresse.
Maintenant, la personne peut ne pas t'écouter parce que tu as mal procédé. Moi, je le fais souvent. On est sur WhatsApp et tu ne me salues même pas. Tu me balances tes liens, des vidéos, aucune salutation. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. On est dans un groupe pour une affaire qui ne concerne pas l'entreprise B et tu partages les liens de tes affaires. Tu n'es pas sérieux. Je ne te considère pas. Tu es un homme médiocre. Je ne ferai jamais affaire avec toi. Parce que tel que tu as commencé, tu es désordonné. Moi, je ne travaille pas avec les gens désordonnés. Autre chose, il y a des gens qui ne travailleront pas avec vous parce que vous ne respectez pas leur temps. Leur temps est précieux. Le temps est plus précieux que l'argent. Je perds mon temps aujourd'hui avec vous ici. Je ne retrouverai jamais ce temps encore durant toute ma vie. Donc, ce temps précieux que je vous consacre depuis 1 heure de temps dans cette conférence, ce temps-là, durant toute ma vie, je ne retrouverai plus jamais. Mais l'argent, je vous donne de l'argent. Ces billets de banque, si je vous les donne tout de suite, que vous les prenez, ça là, je vous donne ça. Je vais avoir encore 10 fois ça encore dans toute ma vie. Je peux avoir encore 1000 fois encore. Alors que je vous ai déjà donné. Mais le temps, je ne retrouverai plus ça, jamais ça. Donc, il y a des gens, leur temps là, quand vous marchez sur leur temps, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Donc, tu veux dire quoi par là? Si tu veux approcher quelqu'un pour lui parler d'un business, quand tu rencontres la personne tout de suite, ne saute pas sur lui comme sur un gibier. Il faut avoir le tact. Bonjour, monsieur. J'ai une très belle opportunité. Si vous le permettez, j'aimerais qu'on prenne rendez-vous. Et on va trouver un moment favorable où vous avez le temps de m'écouter et j'aimerais vous en parler. Ça, c'est une bonne approche. Mais vous rencontrez quelqu'un comme ça dans la rue ou comme ça et tout de suite, vous voulez que la personne vous écoute. Si la personne dit non, je ne peux pas t'écouter, vous êtes choqué, vous êtes étonné. Non, accorde-moi le temps. Mais il n'a pas le temps. Il n'est pas là pour ça. Voilà, mon cher ami, ce que je peux donner comme réponse. Donc, tu as eu 2 réponses. Soit la personne n'est pas intéressée, passe ton chemin. Soit tu as mal procédé, donc la personne ne peut pas t'écouter. Donc souvent, c'est nous qui commettons l'erreur et on dit non, les gens ne nous écoutent pas, nous ne savons pas aborder les gens. Nous ne savons pas prendre les gens. Nous ne respectons pas le temps des gens. Nous montrons aux gens que c'est l'affaire seulement qui est la chose la plus importante. On est sur WhatsApp, tu ne me salues pas, tu me balances les liens seulement. Tu me balances seulement. Je ne regarde pas. Je ne lis pas ton message. Où je vois, je ne clique pas dessus. Parce que toi-même, tu ne respectes pas l'homme. Voilà comment les gens fonctionnent souvent. Moi, mais ils fonctionnent comme ça aussi, mon cher. Ton micro est ouvert de nouveau. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, leader. Je vous en prie. Voilà, donc, mesdames et messieurs, merci pour votre temps. Merci, ce n'était pas prévu. Mais vous avez été nombreux, plus de presque 50 personnes dans cette salle. On était presque 50 personnes, je crois, plus de 50, 58 personnes, je crois. Et donc, merci beaucoup pour votre temps. Et cette vidéo, cette formation sera tout à l'heure en ligne sur ma chaîne YouTube, Rotralida. Tapez Lambert Kwasi, vous allez voir la chaîne et la vidéo sera dessus. Je vous remercie. Et ce que j'ai enseigné, n'apprenez pas ça par cœur, mais les idées, c'est ce que vous devez utiliser et être naturel. Soyez naturel dans vos manières de traiter les objections. Je vous remercie. Passez un bon week-end. Ciao. Bon succès à vous.